Ce podcast vous est offert par Luminus, le partenaire énergie de votre entreprise. Bienvenue dans Z sur 7, votre rendez-vous économique quotidien. Nous sommes le vendredi 27 juin. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Rémi Bernard et animé par Béatrice Marlier. Bonjour, merci de nous rejoindre. À la une de cette fin de semaine, le Bureau du Plan s'interroge sur l'économie réalisée si la Belgique venait à supprimer les voitures de société. Si on supprime l'avantage fiscal, au fait, ça peut mener à un ralentissement de l'électrification du parc des voitures de société. Si vous êtes papa d'au moins un enfant, félicitations! Vous gagnez en moyenne davantage qu'un homme sans enfant. Les pères sont perçus comme plus stables, plus fiables et en plus de sens des responsabilités. Dans la suite, vous retrouverez le dossier Trends Tendance consacré à Colruyt, ainsi que l'analyse boursière qui reviendra sur les récentes décisions de Jérôme Powell. Z sur 7 à la une. Que se passerait-il si la Belgique supprimait les avantages fiscaux liés aux voitures de société ? Selon les estimations du Bureau du Plan, cela pourrait entraîner une hausse des recettes publiques allant de 3 à 6 milliards d'euros. Laurent Franks, expert mobilité au Bureau du Plan, détaille le calcul. Nous avons pris comme base que ça coûterait à l'utilisateur de la voiture de société de financer tout à fait lui-même l'utilisation de cette voiture. Et alors, on prend ça comme base pour le calcul de l'impôt des personnes et des cotisations à la sécurité sociale. Si la fourchette est aussi large, c'est parce que l'estimation repose sur de nombreuses incertitudes. Combien de kilomètres parcourt une voiture de société ? Pendant combien d'années est-elle utilisée ? Quelle sera sa dépréciation avec le temps ? Et surtout, combien de ces voitures resteront en circulation si l'avantage fiscal disparaît ? On peut s'attendre à ce que, si l'avantage fiscal est aboli, que certaines entreprises décident de ne plus offrir de voitures de société comme avantage toute nature. À ce moment-là, il y a toute une dynamique de renégociation de salaire qui va commencer, que nous ne sommes pas dont on n'est pas capable d'estimer les effets. Le Bureau du Plan est en revanche certain qu'une suppression du traitement fiscal avantageux modifierait la composition du parc automobile en Belgique. Le système fiscal et parafiscal existant bénéficie surtout les voitures électriques et les voitures hybrides rechargeables. Donc si on supprime l'avantage fiscal, au fait, ça peut mener à un ralentissement limité, mais un ralentissement de l'électrification du parc des voitures de société. L'analyse du Bureau du Plan vient nuancer un débat souvent réduit à une opposition binaire entre défenseurs et détracteurs de la voiture de société. Z sur 7 à la une. Un père de famille gagne davantage qu'un homme sans enfant. Surprenant ? Mais vrai, c'est ce qui ressort d'une étude menée par le secrétariat social Atensia, la première du genre en Belgique. Nathalie Lucas, expert juridique d'Atensia, commente l'étude. Sur base de ces 80 000 travailleurs, tant hommes que femmes, il est ressorti que les données de 23 000 pères et 23 000 hommes sans enfants ont montré une différence substantielle en matière de salaire brut qui est gagné par mois. Selon l'étude, les écarts de salaire varient en fonction de l'âge. Un père de famille actif, âgé de 45 à 54 ans, gagnerait en moyenne 565 € bruts de plus qu'un homme sans enfant. Cette différence s'expliquerait notamment par la perception des managers qui accorderaient davantage de confiance aux pères de famille. Nous pensons que c'est inconsciemment que les pères sont perçus comme plus stables, plus fiables, ayant plus de sens des responsabilités, ayant aussi peut-être plus d'ambition vu qu'ils doivent soutenir leur ménage, etc. Cette étude fait office de signal d'alarme pour les employeurs. En effet, à partir du 1er janvier prochain, une nouvelle directive européenne leur imposera de publier des données sur les écarts de rémunération. Il devra rendre des rapports de transparence et vérifier qu'il n'y ait pas une différence entre les salaires pour un même travail ou un travail équivalent. Cette directive vise donc à instaurer une rémunération plus équitable entre les hommes, qu'ils aient des enfants ou non.
Elle devrait aussi contribuer à améliorer les salaires des femmes avec enfants, dont le revenu moyen chute aujourd'hui dès la naissance du premier enfant. Z sur 7 à la une de Trends Tendance. Le magazine Trends Tendance mène l'enquête, un journaliste en dévoile les coulisses. Aujourd'hui, Olivier Mouton reçoit Camille Delannoy, journaliste à Trends Tendance. Dans le magazine paru ce jeudi, elle a réalisé une enquête sur Colruyt. En France, le groupe Les Mousquetaires reprend une partie des activités de Colruyt. Colruyt en France, ça représente en fait 104 magasins, des stations-service DATS 24 notamment. Alors le groupe Les Mousquetaires reprend une grande partie de ces magasins, environ 81 des 104 magasins, 44 stations-service. Donc ça représente quand même, c'est assez conséquent puisqu'ils reprennent aussi 1300 salariés et c'est pour 215 millions d'euros, ce qui représente environ 30% du chiffre d'affaires de Colruyt. Oui, donc c'est quand même une grosse activité en fait, l'air de rien. C'est tout à fait une grosse activité, mais la promesse d'achat, elle ne reprend pas non plus toutes les activités de Colruyt en France. Il y a notamment le siège de Rochefort qui n'est pas repris, 23 autres magasins Colruyt prix qualité, donc à la différence de meilleur prix ici en Belgique. Une station-service DATS 24 qui n'est pas repris et des entrepôts qui ne sont pas repris car non compatibles avec les activités du secteur. Et pourquoi Colruyt sortir de France si c'était quand même une belle activité ? Alors c'est une belle activité, mais le marché français en fait il est en pleine consolidation. Donc il y a notamment les magasins Carrefour qui sont en train de racheter les Cora, Auchan aussi est en train de recentrer un peu ses activités. Donc on assiste vraiment à une grosse consolidation du secteur. Avec un poids lourd, je ne sais pas si c'est poids lourd en taille, mais en tout cas Édouard Leclerc qui fait pas mal de dégâts, non ? Avec sa politique très agressive. Oui, tout à fait. En fait, Leclerc, c'est même le principal responsable du retrait de Colruyt en France parce que en Belgique, Colruyt mise sur les prix les plus bas. Ils s'alignent d'ailleurs souvent au prix des concurrents. Ils sont reconnus en fait pour ça en Belgique, ce qui n'est pas forcément le cas en France parce qu'en France c'est Leclerc qui mène la guerre des prix par tous les moyens et qui met notamment en poussant les prix vers le bas les marges sous pression et notamment sur des enseignes qui sont beaucoup plus modestes comme Colruyt parce que Colruyt n'a pas la taille critique de groupes comme Leclerc ou comme les Mousquetaires justement. Est-ce que c'est une défaite du coup pour Colruyt ? Est-ce que c'est un repli sur la Belgique entre guillemets ? C'est une défaite, j'irai pas jusque-là, je dirais plutôt que c'est de l'opportunisme, parce que justement, en fait, en se recentrant sur la Belgique, c'est plutôt intelligent finalement de leur part. Ils font en fait ce qu'ils savent faire, puisqu'en Belgique, ça reste les numéros 1. Faut pas oublier. Alors quand Colruyt publie ses résultats, à chaque fois, tout le monde s'alarme un petit peu en disant voilà, le chiffre d'affaires diminue, on perd des parts de marché. Colruyt, ça reste le numéro 1 en Belgique. Ils ont une trésorerie énorme. Ils se situent en fait dans la moyenne des distributeurs européens. Donc voilà, c'est conséquent et donc il n'y a pas forcément d'inquiétude à avoir pour Colruyt au niveau de l'alimentaire. Oui, parce que c'est vrai qu'il y avait eu une époque où on parlait de la concurrence du hard discount, notamment venu d'Allemagne, mais pas uniquement, des Pays-Bas aussi, je crois, et avec des marques Lidl, Aldi et autres qui sont quand même des féroces aussi en matière de concurrence sur les prix. Mais ça, malgré tout ça, Colruyt résiste. Oui, la concurrence, elle est forte. Ça, c'est clair. En Belgique, les prix sont poussés vers le bas. Ce qu'il y a aussi, c'est que là, maintenant, on se retrouve dans une période d'inflation qui est un peu moins forte. Et donc, généralement, en fait, quand l'inflation elle est moins forte, c'est censé profiter au supermarché puisque le pouvoir d'achat est plus conséquent. Mais ça peine un peu pour Colruyt puisque justement, quand on a un peu plus de pouvoir d'achat, on se dirige un peu moins vers des enseignes de ce style. Toujours est-il que Colruyt, ça reste le premier. Ils font très attention à la concurrence. Il faudra juste peut-être un petit peu qu'ils s'adaptent au niveau du confort ou de l'expérience client aussi notamment. Dernière chose, Camille, j'allais dire justement, est-ce que Colruyt s'adapte beaucoup parce que, par exemple, on sait que les grands hypermarchés c'est révolu ou pratiquement, que beaucoup de marques vont plutôt vers des supermarchés de proximité, notamment dans les villes, etc. Est-ce que pour Colruyt, il y a aussi un changement de dimension ? Ils sont en tout cas en train d'y faire attention, notamment à Bruxelles avec les hockey.
stocker. Ça, ils essayent beaucoup de miser aussi avec des services, notamment les collect and go ou ce genre de choses. Puis il faut pas oublier, il y a la reprise des magasins Match et Smatch qui vont être progressivement transformés en enseignes type Spar, Hockey ou Colruyt pour les plus grands. Mais donc voilà, Colruyt surveille aussi la concurrence et ça m'étonnerait qu'ils se laissent distancer. Le dossier complet est à retrouver dans le magazine Trends Tendance de ce jeudi 26 juin. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, expert boursier. Olivier Gaillardin de BNP Paribas Fortis nous éclaire sur l'actualité économique. Les indices américains sont proches de leur plus haute valeur historique, malgré un contexte géopolitique chargé. Comment l'expliquer ? Alors c'est vrai que sur les dernières séances, on l'a vu, le S&P 500, cet indice des 500 plus grandes valeurs américaines, a frôlé ses sommets historiques. Le Nasdaq l'avait fait quelques jours avant. Et c'est vrai que quand on regarde la performance sur le mois de mai et le mois de juin, eh bien, la performance des indices américains est nettement meilleure que les indices européens. Alors depuis le début de l'année, on le sait, pour un investisseur européen, c'est un petit peu compliqué parce que l'évolution du dollar fait mal. Mais c'est vrai que ce rebond est assez impressionnant. Alors il s'explique évidemment par la pause au niveau de la guerre tarifaire, par la désescalade au niveau du conflit entre l'Iran et Israël, mais surtout par les très bonnes nouvelles au niveau du secteur technologique aux États-Unis. Et encore hier soir, on a eu une très bonne publication de Micron Technology, mais qui a mis en avant en fait que la demande au niveau de l'intelligence artificielle était toujours bien là. Et donc ça a donné un petit peu d'optimisme au niveau de cette thématique. Et on l'a vu, Nvidia a atteint un sommet historique également. Alors l'élément principal, c'est malgré tout les anticipations du marché quant à des futures baisses de taux de la Banque centrale américaine sur fond de ralentissement de certaines données économiques aux États-Unis. D'ailleurs, au niveau des indicateurs économiques, nous avons eu aujourd'hui la publication des demandes hebdomadaires de chômage aux États-Unis. Que peut-on en retenir ? Alors tout à fait, aujourd'hui on a eu les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis qui étaient meilleures qu'attendues, donc avec moins d'inscriptions hebdomadaires au chômage. Donc c'est plutôt positif et c'est vrai que ça arrive dans un contexte où, comme je l'ai dit, eh bien, les dernières données réelles de l'économie américaine, donc les hard data, étaient plutôt un petit peu moins bonnes, étaient plutôt en train de décélérer. Cette publication va un petit peu dans le sens opposé, mais c'est vrai que ça ne change pas la donne parce que pour le moment, le marché attend et s'attend à ce que la Fed baisse ses taux. Alors, on verra quand, mais il s'attend à ce que la Fed baisse ses taux pour redynamiser un petit peu l'économie américaine qui commence à ralentir légèrement. En parlant de la Fed, Jérôme Powell s'est exprimé sur la santé de l'économie américaine et l'évolution de sa politique monétaire devant le Sénat et la Chambre ces 2 derniers jours. Alors effectivement, cette intervention intervient dans un contexte un peu particulier où ces derniers jours, on a pas mal de membres de la Fed qui ont poussé pour finalement avoir une première baisse de taux cette année en juillet au niveau de la Banque centrale américaine. Et là, Jérôme Powell a voulu remettre un petit peu l'église au milieu du village en disant que simplement, pour le moment, il fallait être prudent parce qu'on n'avait pas encore suffisamment d'indications quant à l'impact des tarifs sur l'inflation, que l'économie aux États-Unis restait plutôt bonne, donc il n'y avait pas lieu de baisser tout de suite les taux. Après, il était quand même malgré tout ouvert à une future baisse de taux si effectivement l'impact de ces tarifs sur l'inflation n'est pas trop important. Et comme vous l'avez dit, Jérôme Powell a pour le moment beaucoup de pression, notamment de la part de Donald Trump qui souhaite que les taux au niveau de la Fed baissent assez rapidement. Et pour rajouter un petit peu de pression, Donald Trump a annoncé hier qu'il souhaitait rapidement nommer le successeur de Jérôme Powell. Pour rappel, Jérôme Powell a été nommé par Donald Trump. Son mandat arrivera à terme en mai 2026. Mais Donald Trump souhaite nommer finalement le successeur de Jérôme Powell pour simplement lui mettre un petit peu plus de pression et pour lui donner un petit peu moins d'importance. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. On se retrouve demain avec plus d'analyses sur l'actualité dans un nouvel épisode de Z sur 7. Et de quoi parlerons-nous demain, Béatrice ? Jean-Pascal Ledoux vous donne rendez-vous, même heure, même chaîne, pour un nouveau tour de votre actualité économique. Quant à moi, je vous souhaite déjà un bon week-end ensoleillé. Merci d'avoir consacré un moment de votre journée à Z sur 7. Mieux gérer l'énergie au sein de votre entreprise ?
Ça commence par l'expertise de Luminus. Bonjour, je suis Quentin Janssen, directeur B2B chez Luminus. Avec mon équipe, nous aidons les entreprises belges dans l'électrification de leurs besoins. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment votre installation solaire peut intelligemment contribuer à l'équilibrage du marché de l'énergie. Quand on parle d'énergie solaire, on pense souvent à la rentabilité. Mais saviez-vous que vos panneaux solaires peuvent également aider à stabiliser le réseau électrique ? Et que vous êtes rémunéré pour cela ? Cela se passe via le marché du déséquilibrage, un mécanisme qui garantit que la production et la consommation d'électricité restent toujours équilibrées. Ce qui devient de plus en plus complexe aujourd'hui avec la montée du solaire et de l'éolien. Les entreprises équipées de panneaux solaires peuvent jouer un rôle important. Grâce à un système intelligent, nous adaptons la production de vos panneaux de façon flexible, et ce, sans impacter votre propre consommation. Ainsi, vous contribuerez à l'équilibre du réseau et cela rapporte, car votre fournisseur pourra vendre cette flexibilité sur le marché du déséquilibrage. Vous êtes ainsi rémunéré pour injecter quand le réseau en a besoin et vous évitez la surproduction aux heures de pointe. C'est bon pour votre portefeuille et c'est bon pour le réseau. Vous souhaitez en savoir davantage ? Visitez notre site web luminus.be/smartkits. Luminus ? Ensemble, faisons la différence.